Mansfield Park de Jane Austen. Chapitre 2. La fillette fit le long voyage sans incident. Mrs. Norris vint la chercher à Northampton et put ainsi se flatter d'avoir été la première à l'accueillir. Puis elle la présenter aux autres en la recommandant à leur bonté. Fanny Price venait alors d'avoir 10 ans. Lorsqu'on la voyait pour la première fois, elle n'avait rien de particulièrement remarquable, mais ne possédait rien non plus qui puisse déplaire à sa famille. Petite pour son âge, elle avait le teint terne et n'était pas d'une beauté frappante. Craintive et timide à l'excès, elle cherchait à se faire oublier. Toutefois, malgré sa gaucherie, elle n'avait rien de vulgaire. Sa voix était douce, et quand elle parlait, son visage devenait plaisant. Sir Thomas et Lady Bertram la reçurent avec beaucoup de gentillesse. Le premier, voyant combien la fillette avait besoin d'encouragement, fit de son mieux pour la mettre à son aise, luttant contre son habituelle gravité. Lady Bertram n'eut pas à se donner tant de peine. Ne prononçant qu'un mot là où Sir Thomas en prononçait 10, elle se contenta de regarder sa jeune nièce avec un sourire bienveillant et lui parut aussitôt moins imposante que son époux. Tous les enfants étaient à la maison. Ils accueillirent leur petite cousine avec gaieté, surtout les garçons qui, âgés de 17 ans et 16 ans, et de surcroît grands pour leur âge, parurent être déjà des adultes aux yeux de Fanny. Les deux filles, plus jeunes, montrèrent plus de gêne. Elles craignaient davantage leur père qui, de façon maladroite, choisit de s'adresser à elles plus particulièrement. Mais elles avaient trop l'habitude de la société et des louanges pour éprouver une quelconque timidité, et leur confiance en elles-mêmes se rétablit face au manque d'assurance de leur cousine. Elles furent vite en mesure d'examiner avec une paisible indifférence son visage et sa robe. Les Bertram formaient une belle famille. Les garçons avaient de la prestance, et les filles étaient d'une grande beauté. Tous étaient grands pour leur âge, ce qui produisait entre eux et leur cousine une différence physique aussi remarquable que celle qui existait entre leurs manières, en raison de la différence d'éducation. Personne n'aurait pu supposer que les trois cousines avaient presque le même âge. Ce qui était pourtant bien le cas. Il n'y avait en effet que 2 ans d'écart entre la plus jeune des filles et Fanny. Julia Bertram n'avait que 12 ans, et Maria, l'aînée, qu'1 an de plus. La petite visiteuse, cependant, était aussi mal à l'aise que possible. Effrayée de tout, honteuse d'elle-même, et regrettant le foyer qu'elle avait quitté, elle n'osait lever les yeux. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, on l'entendait à peine, et elle semblait toujours sur le point de pleurer. Durant tout le trajet depuis Northampton, Mrs. Norris lui avait parlé de sa chance extraordinaire et de la gratitude sans borne dont elle devait faire preuve, ainsi que de l'excellente conduite que cela devait engendrer. Le chagrin de la fillette fut donc accru par la crainte de se montrer ingrate en étant malheureuse. La fatigue, après un si long voyage, accentuait considérablement la chose. Les paroles débonnaires de Sir Thomas furent prodiguées en vain. En vain, Mrs. Norris prédit-elle qu'elle serait une bonne fille. En vain, Lady Bertram sourit-elle et la fit s'asseoir sur son sofa, auprès d'elle et de son petit Carlin. Même la vue d'une tarte aux groseilles à maquereau ne parvint pas à la réconforter. Elle put à peine en avaler 2 bouchées avant que les larmes ne l'étouffent. Le sommeil paraissant être ce dont elle avait le plus besoin, on l'emmena se coucher pour mettre un terme à son chagrin. « Voilà un début peu prometteur », déclara Mrs. Norris lorsque Fanny eut quitté le salon. « Après toutes les recommandations que je lui ai faites sur la route, j'aurais cru qu'elle se conduirait mieux. Je lui avais précisé l'importance qu'il y avait à bien se comporter tout de suite. J'espère que ne se révélera pas chez elle une tendance à la bouderie. Sa pauvre mère y était très portée. Toutefois, nous devons faire preuve d'indulgence pour une enfant de cet âge. Il est presque normal qu'elle regrette d'avoir quitté sa maison, car c'était son foyer, malgré tout ce que l'on pourra en dire. Elle ne peut pas encore comprendre ce qu'elle gagne à en changer. Il faut observer de la modération en toutes choses. » Il fallut toutefois plus de temps que Mrs. Norris ne l'avait envisagé pour acclimater Fanny à sa nouvelle vie à Mansfield Park et à son éloignement d'avec toutes les personnes auxquelles elle était habituée. Sa sensibilité était très vive et trop peu comprise pour que l'on y accorde une attention suffisante. Si personne n'avait l'intention de se montrer méchant, nul ne se donnait non plus la peine de la rassurer. On décréta que le lendemain serait jour de congé pour les filles de Lord Bertram, afin qu'elles puissent faire connaissance avec leur cousine, et l'accueillir de leur mieux dans leur maison. Mais cela ne permit guère de produire une quelconque intimité entre elles. Les 2 sœurs se firent une idée défavorable de Fanny en découvrant qu'elle ne possédait que 2 ceintures pour ses robes et qu'elle n'avait jamais étudié le français. Et lorsqu'elles s'aperçurent que la fillette était peu impressionnée par le duo qu'elles avaient eu la grande bonté d'interpréter pour elle au piano, elles se contentèrent de lui offrir quelques-uns des jouets qu'elles aimaient le moins avant de l'abandonner à sa solitude, tandis qu'elles se consacraient à leur passe-temps favori du moment, la confection de fleurs artificielles ou le découpage de papier doré. Qu'elle soit près ou loin de ses cousines, dans la salle d'études, au salon ou dans le jardin, Fanny se sentait pareillement malheureuse, car tout lui inspirait de la crainte.
Les silences de Lady Bertram la déconcertaient, la gravité de Sir Thomas l'effrayait, et les leçons de Mrs. Norris la paralysaient. Ses cousins plus âgés l'humiliaient par des remarques sur sa taille et sa timidité. Miss Lee s'étonnait de son ignorance et les femmes de chambre se moquaient de ses vêtements. Lorsqu'à tous ces chagrins s'ajoutait le souvenir des frères et des sœurs pour lesquels elle avait toujours été une compagne de jeu, une préceptrice ou une gare malade essentielle, la détresse que contenait son petit cœur devenait accablant. Le caractère imposant de la demeure était pour elle source d'étonnement. Mais il ne la consolait pas. Les pièces étaient trop grandes pour qu'elle s'y déplace à son aise. Elle craignait d'abîmer tout ce qu'elle effleurait. Elle se glissait ainsi d'un endroit à un autre, dans un état de terreur constante. Souvent, elle battait en retraite dans sa chambre pour y pleurer, et la petite fille dont on discutait le soir au salon, et qui paraissait si sensible à sa bonne fortune, comme on l'avait souhaité, mettait fin aux épreuves de la journée en s'endormant bercée par ses sanglots. Une semaine s'était ainsi écoulée sans que l'on soupçonne, à son calme et à sa passivité, sa profonde détresse, lorsqu'un matin, son cousin Edmund, le plus jeune des fils de Sir Bertram, la trouva en larmes, assise dans l'escalier qui menait à sa mansarde. « Ma chère petite cousine, » lui demanda-t-il avec toute la douceur de son excellente nature, « qu'avez-vous donc ?» Il s'assit auprès d'elle, et, s'efforçant de lui faire surmonter sa honte de s'être ainsi laissé surprendre, il la persuada de lui confier ce qu'elle avait sur le cœur. Était-elle malade? Quelqu'un s'était-il mis en colère contre elle? S'était-elle querellée avec Maria et Julia? Y avait-il dans ses leçons quelque chose qu'elle ne comprenait pas et qu'il pourrait lui expliquer? Bref, avait-elle besoin de quelque chose qu'il pouvait lui procurer ou d'un service qu'il pourrait lui rendre? À toutes ces questions, il n'obtint longtemps pour toute réponse que « Non, non, pas du tout. Non, je vous remercie. » Mais il persévéra, et dès qu'il évoqua le foyer que Fanny avait abandonné, les sanglots redoublèrent et le jeune homme comprit d'où venait ce mal. Il tenta de consoler sa cousine. « Vous avez de la peine d'avoir quitté votre maman, ma chère petite Fanny, » dit-il. « Cela prouve que vous avez très bon cœur. Mais n'oubliez pas que vous êtes ici parmi des parents et des amis qui vous aiment et désirent vous rendre heureuse. Allons nous promener dans le parc, et vous me raconterez tout sur vos frères et sœurs. » Au cours de cette conversation, Edmund apprit que, même si tous étaient chers à sa cousine, le souvenir de l'un l'occupait plus que les autres. C'était de William que Fanny parlait le plus volontiers, et c'était lui qu'elle souhaitait le plus revoir. William était l'aîné et avait 1 an de plus qu'elle. C'était son compagnon de tous les instants, son ami. Il prenait sa défense auprès de leur mère, dont il était le préféré, chaque fois que Fanny avait des ennuis. William ne voulait pas qu'elle s'en aille, et lui avait dit qu'elle lui manquerait beaucoup. « Mais William vous écrira, j'en suis certain. » Oui, il avait promis de le faire, mais il lui avait demandé de lui écrire la première. « Et quand lui écrirez-vous » Fanny baissa la tête, hésita, et répondit qu'elle ne savait pas. Elle ne possédait pas de papier à lettres. « Si c'est là toute la difficulté, je vous donnerai tout ce qu'il vous faudra. Et vous pourrez écrire votre lettre quand vous voudrez. Seriez-vous heureuse d'écrire à William ?»« Oui, très heureuse. »« Alors ne perdons pas de temps. Venez avec moi dans la salle du petit déjeuner. Nous y trouverons tout le nécessaire et nous serons certains que personne ne nous dérangera. »« Mais, mon cousin, la lettre partira-t-elle par la poste ?»« Oui, je vous le promets. Elle partira avec les autres lettres. Et comme votre oncle l'affranchira, elle ne coûtera rien à William. »« Mon oncle ?» s'exclama Fanny, l'air effrayé. « Oui, quand vous aurez terminé votre lettre, je la donnerai à mon père pour qu'il l'affranchisse. » Fanny trouva que c'était une grande audace, mais elle ne fit plus d'objection. Ils se rendirent ensemble dans le salon du petit déjeuner, où Edmund prépara le papier à lettres en traçant les lignes avec toute la bonne volonté que son frère William aurait pu y apporter, et sans doute aussi avec plus d'adresse. Il resta avec elle tout le temps où elle écrivit sa lettre, les dents à tailler la plume avec son canif, ou dans son orthographe selon les besoins qu'elle exprimait. Il ajouta à ces petites attentions, auxquelles elle était déjà si sensible, un geste de gentillesse pour son frère, que la fillette apprécia plus que tout le reste. Il écrivit lui-même un message amical à William et glissa une demi-guinée sous le cachet. Fanny en fut si touchée qu'elle se crut incapable de l'exprimer. Mais son expression et quelques mots simples témoignèrent parfaitement de toute sa gratitude et de sa joie. Et son cousin commença à la considérer avec intérêt. Il lui parla davantage et, d'après tout ce qu'elle lui dit, il se trouva convaincu qu'elle avait un cœur sensible et un vif désir de bien faire. Il se rendit compte qu'elle méritait qu'on lui accorde davantage d'attention, à la fois en raison de la conscience aiguë qu'elle avait de sa situation et en raison de son extrême timidité. Si Edmund n'avait jamais cherché à lui faire de la peine, il comprenait à présent que Fanny avait besoin qu'on lui témoigne davantage de gentillesse,
Il comprit en premier lieu de dissiper les craintes que lui inspiraient tous les habitants de Mansfield. Il lui donna ensuite des conseils sur la manière de jouer avec Maria et Julia, et lui recommanda de se montrer aussi gaie qu'elle le pourrait. À dater de ce jour, Fanny se sentit plus à l'aise. Elle savait qu'elle avait un ami, et la bienveillance de son cousin Edmund lui donna du courage pour affronter les autres. La maison perdit de son étrangeté. Ses habitants lui parurent moins redoutables, et s'il y en avait parmi eux qu'elle craignait malgré tout, elle commença du moins à s'habituer à leur manière d'être et à la façon dont il fallait agir pour s'y conformer. Les petites rusticités et la timidité de la fillette, qui avaient été gênantes pour les autres et lui avaient porté préjudice, se dissipèrent bientôt d'elles-mêmes. Fanny se montra moins épouvantée de paraître devant son oncle, et la voix de sa tante Nourrice cessa de la faire tressaillir. Elle devint une compagne acceptable pour ses cousines qui la trouvaient parfois agréable, et, si elle l'avait jugée indigne de partager constamment leur occupation, à cause de son âge inférieur et de son manque de robustesse, elle trouvait parfois fort utile la présence d'une tierce personne dans leur jeu, surtout lorsque cette dernière était d'une nature souple et docile. Lorsque leur tante les interrogeait sur les défauts de Fanny ou que leur frère Edmund la recommandait à leur bienveillance, elles étaient bien obligées de reconnaître que leur cousine avait plutôt bon caractère. Edmund témoignait toujours de la même bonté pour elle, et elle n'avait enduré de la part de Thomas que les plaisanteries qu'un jeune homme de 17 ans considère comme normal d'employer à l'égard d'une enfant de 10 ans. Le jeune homme entrait tout juste dans la vie, plein d'ardeur et avec l'enthousiasme d'un fils aîné auquel l'existence ne réserve que plaisir et argent. Ses attentions pour sa cousine étaient en accord avec sa position. Il lui offrait de très jolis présents, sans cesser de se moquer d'elle. En constatant les progrès de Fanny, Sir Thomas et Mrs. Norris s'applaudirent d'avoir mis en œuvre ce plan généreux. Ils s'accordèrent vite à penser que, si Fanny était encore loin de montrer de l'intelligence, elle avait cependant d'heureuses dispositions, et paraissait ne pas devoir leur causer trop de difficultés. Ils n'étaient pas les seuls à se faire une piètre idée de ses capacités. Fanny savait lire, coudre et écrire, mais on ne lui avait rien appris de plus. Lorsque ses cousines découvrirent qu'elle ignorait bien des choses qui leur étaient depuis longtemps familières, elles la crurent incroyablement stupide. Pendant les 2 ou 3 premières semaines, il ne fut continuellement question dans le salon que de l'ignorance de Fanny. « Chère maman !» s'exclamaient Maria ou Julia. « Ma cousine ne parvient pas à reconstituer la carte de l'Europe. » Ou bien « Ma cousine est incapable de nommer les principaux fleuves de la Russie. » Ou encore « Ma cousine n'a jamais entendu parler de l'Asie mineure. » Ou « Elle ignore la différence entre l'aquarelle et le pastel. Comme c'est étrange! Avez-vous déjà entendu une telle sottise ?»« Ma chère, » répliquait d'un ton aimable Mrs. Norris, « voilà qui est déplorable. Mais vous ne devez pas vous attendre à ce que tout le monde soit aussi instruit que vous l'êtes, ou ait les mêmes facilités d'apprentissage. »« Mais ma tante, elle est si ignorante. Savez-vous qu'hier soir, lorsque nous lui avons demandé par quel chemin elle passerait pour se rendre en Irlande, elle a répondu qu'elle prendrait le bateau pour l'île de White. Elle ne pense qu'à White et en parle comme s'il n'existait pas d'autre île au monde. J'aurais certainement eu honte de moi si je n'avais pas eu davantage de connaissances bien avant d'avoir son âge. Il existe des tas de choses qu'il me semble avoir toujours connues et dont elle n'a pas la moindre idée. L'époque où nous récitions par cœur la liste des rois d'Angleterre, avec leur date d'accession au trône et les principaux événements de leur règne, est si lointaine, ma tante. Oui, ajouta sa sœur. Et celle des empereurs romains jusqu'aux Sévères, ainsi que les grands noms de la mythologie païenne, la liste des métaux, des semi-métaux, des planètes, celle des philosophes célèbres. Vous avez raison, mes chéris, mais vous avez de la chance de posséder une mémoire extraordinaire, alors que votre pauvre cousine n'en a sans doute aucune. Il existe de grandes différences entre les mémoires, comme en toute chose, et vous devez faire preuve d'indulgence envers votre cousine, et avoir pitié de ses difficultés. N'oubliez jamais, malgré votre précocité et votre intelligence, de toujours rester modeste. Vous savez déjà bien des choses, mais il vous reste encore beaucoup à apprendre. Oui, je sais, jusqu'à mes 17 ans. Mais il faut que je vous raconte encore une chose sur Fanny, une chose fort étrange et fort stupide. Savez-vous qu'elle affirme ne vouloir apprendre ni la musique ni le dessin? Certes, ma chère enfant, voici une vraie sottise, qui révèle un grand manque de talent et d'ambition. Mais, tout bien considéré, peut-être est-ce mieux ainsi. Bien que votre père et votre mère aient eu la générosité, grâce à mon intervention, de l'élever avec vous, il n'est aucunement nécessaire que Fanny soit aussi accomplie que vous l'êtes. Au contraire, il est même souhaitable qu'il subsiste entre vous une différence. Tels étaient les conseils que Mrs. Norris donnait à ses nièces pour former leur esprit. Il n'était donc pas très étonnant qu'en dépit de leur talent prometteur et de leur avance en matière d'instruction, elles fassent preuve de grandes lacunes concernant ces acquisitions plus rares que sont la connaissance de soi, la générosité et l'humilité.
Elles étaient éduquées de façon admirable en toutes choses, hormis la formation du caractère. Sir Thomas ne s'apercevait pas de ce qui leur manquait, car, bien qu'il soit un père soucieux de ses enfants, il ne leur manifestait pas son affection, et sa réserve empêchait ses filles de parler librement devant lui. Lady Bertram, quant à elle, n'accordait pas la moindre attention à leur éducation. Elle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Elle passait ses journées sur un canapé, vêtue avec élégance et absorbée par quelque travail d'aiguille, sans grande utilité et sans beauté aucune. Elle songeait davantage à son Carlin qu'à ses enfants, tout en se montrant d'une grande indulgence avec ces derniers tant qu'ils ne la gênaient pas. Sir Thomas était son guide pour tout ce qui avait de l'importance, et sa sœur la dirigeait pour tout ce qui n'en avait pas. Si elle avait eu davantage de temps libre pour s'occuper de ses filles, elle se serait sans doute jugée inutile. Celle-ci se trouvait sous la garde d'une gouvernante et recevait l'enseignement de maîtres compétents. De quoi d'autre aurait-elle pu avoir besoin? Quant aux difficultés d'apprentissage de Fanny, elle trouvait cela bien malheureux, mais certaines personnes étaient simplement sottes. Fanny devait se donner plus de mal. Lady Bertram ne voyait pas comment y remédier autrement. D'ailleurs, hormis son manque d'intelligence, elle n'avait rien à reprocher à cette pauvre petite si efficace et si rapide pour transmettre des messages ou aller chercher ce dont elle-même avait besoin. Malgré toutes ses fautes dues à son ignorance et à sa timidité, Fanny avait fini par s'habituer à Mansell Park. Elle avait appris à s'y attacher et grandissait auprès de ses cousins, sans être trop malheureuse. Ni Maria ni Julia n'avaient réellement mauvais fond, et même si Fanny se sentait souvent humiliée par leur manière de la traiter, elle avait une trop piètre opinion d'elle-même pour s'en offenser. Peu après l'arrivée de Fanny à Mansfield Park, Lady Bertram, en raison de légers soucis de santé et d'une grande indolence, renonça à aller habiter l'hôtel particulier que la famille possédait à Londres et où elle se rendait ordinairement chaque printemps. Elle s'installa pour l'année à la campagne, laissant Sir Thomas remplir ses fonctions au Parlement sans se soucier de savoir si son mari pâtirait ou non d'être éloigné d'elle. C'est donc à la campagne que les demoiselles Bertram continuèrent à exercer leur mémoire, jouer du piano à 4 mains, et qu'elles grandirent et devinrent femmes. Leur père put les voir développer leur apparence physique, leurs manières et leurs talents aussi bien qu'ils pouvaient le désirer. Son fils aîné, en revanche, se montrait insouciant et même extravagant. Il lui avait déjà causé bien des tracas. Mais ses autres enfants ne lui promettaient que de la satisfaction. Aussi longtemps que ses filles porteraient le nom de Bertram, elles le pareraient d'une grâce nouvelle. Et lorsqu'elles l'abandonneraient, il était certain qu'elles ne feraient qu'accroître les alliances honorables de leur père. Quant à Edmund, son bon sens et sa droiture annonçaient qu'il ferait honneur à sa famille et la rendrait heureuse, tout comme lui-même. Il souhaitait devenir pasteur. Au milieu des peines et des joies que lui procuraient ses propres enfants, Sir Thomas n'oubliait pas ceux de Mrs. Price. Il pourvoyait à l'éducation et à la carrière de ses fils à mesure qu'ils grandissaient, et Fanny, bien que presque complètement séparée de sa famille, se réjouissait d'apprendre tout ce que Sir Thomas faisait pour elle. Au cours de toutes ces années, elle ne goûta qu'une seule fois le plaisir de retrouver William. Elle ne revit aucun de ses autres parents. Personne ne semblait envisager qu'elle pût aller les retrouver, ne serait-ce qu'en visite, et personne ne semblait la regretter à Portsmouth. Toutefois, William, qui avait choisi peu de temps après le départ de Fanny de s'engager dans la marine, avait été invité à venir passer une semaine dans le Northamptonshire avec sa sœur, avant de s'embarquer. On peut s'imaginer avec quelle joie ils se revirent, les heures de bonheur radieux qu'ils partagèrent et leur instant de grave conversation, ainsi que les grandes ambitions et l'enthousiasme du jeune garçon jusqu'au dernier moment, et la tristesse de sa sœur lorsqu'ils se séparèrent. Heureusement, cette visite avait eu lieu à l'époque des fêtes de Noël. Edmund revenait du collège ces jours-là, et Fanny put se tourner vers lui pour chercher du réconfort. Il parla avec tant de raison de ce que la profession de William lui apporterait et sur ses avantages, que Fanny finit presque par admettre que leur séparation n'était pas inutile. L'amitié d'Edmund ne lui fit jamais défaut, et lorsque ce dernier quitta Eton pour Oxford, cela ne lui donna que davantage d'occasion de lui manifester son affection. Sans chercher à montrer qu'il en faisait plus pour elle que les autres, ni craindre de faire preuve de trop de zèle, il veillait toujours sur elle en tenant compte de sa grande sensibilité, essayant de faire reconnaître les qualités que le manque de confiance l'empêchait de mettre en évidence. Il lui prodiguait conseils, réconfort et encouragement. Maintenue à l'écart comme elle était par tous les autres, le soutien d'Edmund ne pouvait à lui seul la faire sortir de l'ombre. Mais ses attentions pour elle étaient de la plus haute importance, pour le développement de son esprit et pour accroître ses joies. Il savait qu'elle était intelligente,
qu'elle possédait autant d'esprit que de bon sens et qu'elle aimait lire, ce qui, bien dirigé, est déjà en soi une éducation. Miss Lee lui apprit la langue française et lui fit répéter chaque jour une leçon d'histoire. Mais c'était Edmund qui lui recommandait les livres qui faisaient les délices de ses heures de loisirs. Il formait son goût, rectifiait son jugement, lui rendait ses lectures utiles en discutant avec elle, et augmentait son goût pour l'instruction par des éloges judicieux. En retour de semblables services, elle aimait plus que quiconque, à l'exception de William. Le cœur de Fanny était partagé entre l'un et l'autre.